Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre qui n'est plus en très bon état, comme vous pouvez le voir, mais ce qu'il contient, par contre, reste tout à fait passionnant, puisqu'il s'agit, c'est écrit ici, sur la tranche qui s'est séparée du livre lui-même, de la correspondance de Gustave Flaubert entre 1865 et 1870. Et cette correspondance, publiée dans une édition qui reprenait, semble-t-il, je l'ai trouvée dans le grenier de quelqu'un que je connais un peu, les œuvres de Gustave Flaubert, c'est le numéro 12. Il y a donc sans doute d'autres œuvres, il y en a forcément, je ne sais pas exactement combien. C'est la correspondance, donc 1865-1870, à propos de l'éducation sentimentale, puisque c'est le roman qu'il écrit à ce moment-là. Lettre à sa nièce Caroline, la princesse Mathilde, George Sand, Jules Duplan. La liste n'est pas tout à fait achevée, il y a d'autres personnes à qui écrit Flaubert, préface et notes de Maurice Nadeau, par la Société coopérative Édition Rencontre à Lausanne. Donc une édition suisse, en 18 volumes, voilà ce qui est précisé à la page suivante, des œuvres et de la correspondance de Gustave Flaubert, établie par Maurice Nadeau, en 1965. Alors, les lettres de Flaubert, durant cette période-là, eh bien, c'est au fond une manière, lire ces lettres, d'entrer par la petite porte dans une œuvre peut-être impressionnante, souvent difficile. Le style de Flaubert, de quoi il parle beaucoup dans ce livre-là, notamment dans ses lettres à George Sand, est un style qui n'est pas toujours facile à pénétrer, d'autant plus qu'il le soigne de manière très poussée. Dans ce roman, notamment l'éducation sentimentale, un roman qu'il prend à peu près 5 ans à écrire, en tout cas une bonne partie de ce livre-là, c'est l'écriture de ce livre, l'éducation sentimentale, et c'est souvent la plainte de la difficulté qu'il a à écrire. Alors, je vais parcourir un peu ces lettres. Il y a un style Flaubert de la correspondance qui n'est peut-être pas le style Flaubert de ses romans plus travaillés. La correspondance, c'est au fond une manière de se détendre après d'extrêmement longues journées et nuits d'écriture. Il écrit à celles, beaucoup celles, et ceux qui peuvent entendre ce qu'il a à dire. Il se confie, lui qui est un solitaire, eh bien, à quelques personnes. Alors, fin septembre 1866, il écrit à George Sand. « Moi, un être mystérieux, cher maître, allons donc. » Il écrit chaque fois « cher maître » à George Sand, cher au féminin évidemment, mais pas maîtresse, cher maître. « Moi, un être mystérieux, cher maître, allons donc. Je me trouve d'une platitude écœurante, et je suis parfois bien ennuyé du bourgeois que j'ai sous la peau. » Et cette haine du bourgeois est très souvent mentionnée par Flaubert, notamment dans son écriture de l'éducation sentimentale, qui traite de la bourgeoisie et qui l'assomme. Cette bourgeoisie l'assomme, il a envie d'aller voir ailleurs. À la fin, il est soulagé, même s'il se passera des choses terribles vers la fin de cette correspondance, ou de cet extrait de la correspondance de la fin des années 60. Eh bien, à la fin, il se jette dans la réécriture de La Tentation de Saint-Antoine, de livres qui ramènent à des époques beaucoup plus anciennes. Je crois qu'après, il va reprendre aussi Salammbô. Bref, quitter le monde contemporain qu'il écœure. On le sent de plus en plus misanthrope.
et anti-bourgeois. Sainte-Beuve, entre nous, ne me connaît nullement quoi qu'il dise. Voilà un autre interlocuteur de Flaubert, pas mentionné au début parce qu'il y a peu de lettres à Sainte-Beuve, mais il y en a quelques-unes. Et il est question souvent du personnage de Sainte-Beuve qui est malade, qui est à la fin de sa vie. Il meurt à un moment donné dans ce laps de temps-là. Donc Sainte-Beuve, entre nous, ne me connaît nullement, quoi qu'il dise. Je vous jure même, par le sourire de votre petite fille, que je sais peu d'hommes moins vicieux, entre guillemets, que moi. J'ai beaucoup rêvé et très peu exécuté. Ce qui trompe les observateurs superficiels, c'est le désaccord qu'il y a entre mes sentiments et mes idées. Si vous voulez ma confession, je vous la ferai tout entière. Le sens du grotesque m'a retenu sur la pente des désordres. Je maintiens que le cynisme confine à la chasteté. Je maintiens que le cynisme confine à la chasteté. Et il y a peut-être, en tout cas dans cette période de sa vie, chez Flaubert, cynisme et chasteté. Mais pas toujours, ni pour l'un ni pour l'autre. Nous en aurons à nous dire beaucoup, si le cœur vous en dit, la première fois que nous nous verrons. La première fois que nous nous verrons. Il ne l'a pas encore vu, mais je crois qu'ils vont se croiser assez régulièrement par la suite. Voici le programme que je vous propose. Ma maison va être encombrée et incommode pendant 1 mois. Il entre dans des considérations aussi tout à fait de la vie quotidienne. Voilà une entrée en matière. Ces lettres à George Sand, très nombreuses, où il parle de lui, où il s'épanche un peu. Il va de plus en plus s'épancher, d'ailleurs, me semble-t-il, notamment quand les malheurs surviendront. Et le style, donc, voilà ce qu'il écrit un peu plus tard, 27 novembre 1866, toujours à George Sand. Mon roman va très mal pour le quart d'heure. Ajoutez à cela des morts que j'ai apprises, celle de Cormenin, un ami de 25 ans, celle de Gavarni, et puis tout le reste. Enfin, ça se passera. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute une journée la tête dans ses 2 mains à pressurer sa malheureuse cervelle pour trouver un mot. C'est sans doute une manière d'écrire différente entre Flaubert et George Sand qui, elle, a l'écriture plus facile, qui se tourmente peut-être moins que lui, qui, je crois, quand elle mettait le point final à un roman, commençait le même jour le suivant, ce que ne fait pas Flaubert, qui sort de l'écriture de l'éducation sentimentale totalement vide. L'idée coule chez vous largement, incessamment, comme un fleuve. Voilà le style George Sand. Chez moi, c'est un mince filet d'eau. Il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Ah, je les ai connus, les affres du style. Bref, je passe ma vie à me ronger le cœur et la cervelle. Voilà le vrai fond de votre ami. Vous lui demandez s'il pense quelquefois à son vieux troubadour de pendule. Mais je crois bien, et il le regrette. C'était bien gentil, nos causeries nocturnes. Il y avait des moments où je me retenais pour ne pas vous bécoter comme un gros enfant. Les oreilles ont dû vous corner hier soir. Je dînais chez mon frère avec toute la famille. Il n'a guère été question que de vous, et tout le monde chantait vos louanges, si ce n'est moi, bien entendu, qui vous ai débiné le plus possible. Cher maître bien-aimé, on trouve cette ironie de Flaubert ici. J'ai relu à propos de votre dernière lettre, et par une filière d'idées toutes naturelles, le chapitre du père Montaigne, intitulé « Quelques vers de Virgile ». Ce qu'il dit de la chasteté est précisément ce que je crois. Tiens, on retrouve cette notion de chasteté. Flaubert vit chastement durant cette période-là. En tout cas, il n'est à aucun moment question de femme autrement que dans une dimension amicale ou dans l'idée de bécoter comme un gros enfant George Sand, avec qui il n'est jamais question d'une quelconque aventure autre qu'amicale et littéraire. Mais il n'écrit pas qu'à George Sand,
Même si c'est peut-être les lettres quand même les plus riches, celles où il se lâche le plus, c'est la George Sand. Il écrit aussi à Jules Duplan, un ami proche qui mourra comme plusieurs de ses amis entre 1869 et 1870. Jules Duplan, un certain Bouillet aussi, qu'on rencontre parfois, des gens complètement oubliés, à part comme ayant été des amis de Flaubert, ou alors Jules de Goncourt, lui resté dans la mémoire comme l'un des deux frères Goncourt. Et Sainte-Beuve meurt aussi à la même époque, et d'autres, et il y aura la guerre à la fin, évidemment, qui assombriront ces morts et cette guerre. Eh bien, la pensée, la vie et l'écriture de Flaubert dans ses lettres. Mais voilà ce qu'il écrit à Jules Duplan en 1867, une période où, en gros, ça va encore bien. Il est toujours en train de piocher sur son livre et n'en voit pas le bout, mais voilà ce qu'il écrit. « Comme je voudrais être avec toi, mon bon cher vieux. » Souvent, il emploie ce terme de vieux, soit pour parler de lui, soit pour parler de ses amis. Il n'est pas si vieux pourtant à ce moment-là. 1. Parce que je serai avec toi. 2. Parce que je serai en Égypte. 3. Parce que je ne travaillerai pas. 4. Parce que je verrai le soleil, etc. Tu n'imagines pas l'horrible temps qu'il fait aujourd'hui. Le ciel est grisâtre comme un pot de chambre mal lavé, et plus bête encore que laid. Grisâtre comme un pot de chambre mal lavé. On voit bien le côté assez dégoûtant quand même de cette météo dont se plaint Flaubert à Croisset en Normandie. Il se déplace, il va à Paris notamment, mais souvent c'est à Croisset qu'il écrit. « Je vis actuellement tout à fait seul, ma mère étant à Rouen. Monseigneur c'est Bouillet justement, l'autre ami proche de Flaubert. Monseigneur vient me voir d'habitude tous les dimanches. Ce Monseigneur n'a rien d'un religieux, bien au contraire, il est tout à fait anticlérical. Ses sœurs, sur son lit de mort, voudront le convaincre de se confesser, ce qu'il refusera, ce qui choquera profondément Flaubert, qui n'est pas plus croyant que Bouillet. Mais aujourd'hui, il donne à dîner à un tapissier de ses amis. Donc, Monseigneur, sa sérénité commence à revenir. Je crois qu'il est sur le point d'empoigner un sujet. Mais son changement de résidence l'avait complètement dévissé. J'ai reçu avant-hier une lettre de Maxime Ducamp, autre ami de Flaubert, un des rares à rester vivant à la fin de cette correspondance-là. Il me paraît en très bon état, rugissant d'ailleurs contre M. Thiers, lequel est maintenant le roi de France. Alors il y a des considérations politiques aussi, tantôt judicieuses, tantôt il se trompe complètement. Il déteste tout le monde, de toute façon, il n'est ni pour l'Empire, ni pour la République, ni pour l'élite, ni pour le peuple. Pour lui, tout ça, c'est de la canaille, alors qu'il est en train d'écrire précisément sur 1848 et la Révolution, et qu'il se plonge là-dedans, mais au fond, pour mieux prendre ses distances par rapport à tous. Il me paraît en très bon état, rugissant d'ailleurs contre M. Thiers, lequel est maintenant roi de France, disions-nous. Écrivait surtout Flaubert. Voilà où nous en sommes, mon bon, absolument cléricaux. Tel est le fruit de la bêtise démocratique. Le terme de bêtise est très important chez Flaubert. Il parle de bêtise, il parle beaucoup de Pignouf aussi, il traite à peu près tout le monde de Pignouf, le tsar de Russie notamment et d'autres, sont tous des Pignouf, la pignoufferie étant le mal du siècle peut-être. Donc c'est la bêtise démocratique. Si on avait continué par la grande route de M. de Voltaire, au lieu de prendre par Jean-Jacques, le néo-catholicisme, le gothique et la fraternité, nous n'en serions pas là. Prise de position voltairienne contre Rousseau, le grand débat des philosophes des Lumières, Voltaire ou Rousseau,
Il y a les voltairiens et les rousseauistes, je crois que c'est encore aujourd'hui les deux voies possibles. J'avoue que lisant Flaubert défendre Voltaire contre Rousseau, moi je suis assez de ce côté-là aussi. La France va devenir une espèce de Belgique, c'est-à-dire qu'elle sera divisée franchement en deux camps. Tant mieux. Quel coupable qu'Isidore. Isidore, c'est celui qu'on appelle aussi Badinguet, c'est-à-dire Napoléon III, je crois. Mais comme il faut toujours tirer de tout un agrément personnel, je me réjouis quant à moi du triomphe de Monsieur Thiers. Cela me confirme dans le dégoût de ma patrie et la haine que je porte à ce prud'homme des bourgeois. La haine de la patrie qui ne va pas forcément demeurer tout au long, elle va s'estomper à la fin avec la guerre, même si au début de la guerre, il condamne la guerre de manière radicale en disant tout ça, c'est la bêtise humaine profonde, mais il s'engage quand même et il défend quand même la France contre les Prussiens. Donc on a des positions aussi sur la politique de son temps, en prenant là aussi de la distance. Il ne s'agit pas forcément de commenter tous les petits détails, même si Monsieur Thiers, etc., qu'est-ce qui s'est passé précisément en 1867 avec Thiers et Napoléon III, etc. J'en sais pas grand-chose, mais cela permet à nouveau à Flaubert eh bien, de continuer à écrire. Alors il écrit à Duplan, il écrit à George Sand, il écrit aussi à d'autres. Même si je me rends compte que, cherchant dans le livre les passes que j'ai cornées, c'est souvent les lettres à George Sand qui sont les plus marquantes, ou qui m'ont le plus marqué en tout cas. En voici une, du moins son début, Croisset, mardi 2 février 1869. Ma chère maître. Il me semble qu'il écrivait mon cher maître avant, maintenant il écrit ma chère maître. Il se met à l'écriture inclusive. Vous voyez en votre vieux troubadour un homme éreinté. J'ai passé 8 jours à Paris, à la recherche de renseignements assommants. Il est toujours en train d'écrire l'éducation sentimentale, là on est en 1869, c'est presque la fin de son écriture. 7 à 9 heures de fiacre tous les jours, ce qui est un joli moyen de faire fortune avec la littérature, enfin. Je viens de relire mon plan. Tout ce que j'ai encore à écrire m'épouvante, ou plutôt m'écœure à vomir. Il en est toujours ainsi quand je me remets au travail. C'est alors que je m'ennuie, que je m'ennuie, que je m'ennuie. Mais cette fois dépasse toutes les autres. Voilà pourquoi je redoute tant les interruptions dans la pioche. Je ne pouvais faire autrement cependant. Je me suis trimballé aux pompes funèbres, au Père-Lachaise, dans la vallée de Montmorency, le long des boutiques d'objets religieux, etc. Pour son livre, toujours. Il fréquentera les cimetières l'année suivante de manière plus réelle avec la mort de ses amis. Bref, j'en ai encore pour 4 ou 5 mois. Quel bon ouf je pousserai quand ce sera fini et que je ne suis pas prêt de refaire des bourgeois. Il est temps que je m'amuse. J'ai vu Sainte-Beuve et la princesse Mathilde, et je connais à fond l'histoire de leur rupture, qui me paraît irrévocable, etc. Là, il entre dans les potins, parce qu'il fait ça aussi. Et la princesse Mathilde est une autre de ses interlocutrices. Mais il est toujours donc dans son écriture de l'éducation sentimentale. Paris, dimanche matin, 16 mai 1869, 5h moins 4 minutes. Voilà ce qu'il écrit à Jules Duplan. Fini. Mon vieux, oui, mon bouquin est fini. Ça mérite que tu lâches ton emprunt et que tu viennes m'embrasser. Je suis à ma table depuis hier 8 heures du matin. Et il écrit ça à 5h moins 4 minutes le lendemain matin. Donc il a fait quasiment le tour de l'horloge, comme on dit. La tête me pète. N'importe, j'ai un fier poids de moins sur l'estomac. À toi. Il a fini.
Alors il aura à recorriger les épreuves, il aura à faire une relecture, etc. Mais il a écrit son livre. Donc le 16 mai 1869. Et donc il s'apprête à vivre autre chose, mais la vie n'en veut peut-être pas ainsi. Et dans la fin de ce livre, on entre dans une phase sombre. Il n'est plus question de livre, il est question de la mort de Bouillet, qui était poète et auteur de théâtre, et Flaubert va reprendre des œuvres de Bouillet pour les éditer ou pour les faire jouer au théâtre. Ça va être très compliqué avec les théâtres qui ne veulent pas forcément cette œuvre-là, ou qui la font passer après d'autres parce qu'il y a des préséances. Il doit s'entendre avec George Sand qui fait aussi jouer une pièce au même moment. Bref, c'est assez compliqué. Son livre paru n'est pas un grand succès, où il a des critiques assez injustes, en tout cas c'est ce qu'il pense. Et puis il y a aussi d'autres morts. Duplon meurt, par exemple, et arrive la guerre. Voilà encore ce qu'il écrit à George Sand. Cette fois, on est à la fin mai 1870. Non, cher maître, je ne suis pas malade, mais j'ai été occupé par mon déménagement de Paris et par ma réinstallation à Croisset. Donc c'est toujours de Croisset qu'il écrit. Puis ma mère a été fortement indisposée. Il vit avec sa mère, sa vieille mère de plus en plus malade, bref, qui est un poids pour lui, mais il s'en occupe quand même. Elle va bien maintenant. Et puis j'ai eu à débrouiller le reste des papiers de mon pauvre Bouillet, dont j'ai commencé la notice. J'ai écrit cette semaine près de 6 pages, ce qui pour moi est bien beau. Ce travail m'est très pénible. Je me soulagerai un peu en dégoisant 2 ou 3 opinions dogmatiques sur l'art d'écrire. Il se lâche de temps en temps. Ce sera l'occasion d'exprimer ce que je pense, chose douce et dont je me suis toujours privé. Voilà, donc il écrit, suite à la mort de Bouillet, et les morts se succèdent. Voici ce qu'il écrit un peu plus tard, 26 juin 1870, à Edmond de Goncourt. Comme je vous plains, mon pauvre ami, votre lettre ce matin m'a navré. C'est après la mort de Jules de Goncourt. Sauf la confidence personnelle que vous me faites, et que je garderai pour moi, soyez-en sûrs. Elle ne m'a rien appris de neuf, ou du moins je me doutais de tout ce que vous me dites, car je pense à vous tous les jours, et plusieurs fois par jour. Le souvenir de mes amis disparus m'amène fatalement le vôtre. Le bilan est joli depuis 1 an. Feydeau, votre frère, Bouillet, Sainte-Beuve et Duplan. Voilà les idées qui sont comme autant de tombeaux au milieu desquels je me promène. Mais je n'ose pas me plaindre devant vous, car votre douleur doit dépasser toutes celles qu'on peut ressentir et imaginer. Il y a une empathie de Flaubert pour quelqu'un qui souffre encore plus que lui. Goncourt, on connaît les frères Goncourt, et cette séparation des 2 frères, effectivement, devait être terrible pour celui qui restait, Edmond. Et donc, voilà, chez Flaubert, les malheurs qui s'accumulent proches de lui, et puis survient un malheur de plus, la guerre. Voilà ce qu'il écrit au début de cette guerre qui frappe Croisset, mercredi 3 août 1870, à George Sand. Comment, cher maître, vous aussi démoralisé, triste? Que vont devenir les faibles alors? Moi, j'ai le cœur serré d'une façon qui m'étonne, et je roule dans une mélancolie sans fond, malgré le travail, malgré le bon Saint-Antoine qui devait me distraire. C'est le livre auquel il s'est remis après avoir terminé l'éducation sentimentale. Est-ce la suite de mes chagrins réitérés? C'est possible. Mais la guerre y est pour beaucoup. Il me semble que nous entrons dans le noir. Voilà donc l'homme naturel.
Faites des théories maintenant. Vantez le progrès, les lumières et le bon sens des masses, et la douceur du peuple français. Je vous assure qu'ici, on se ferait assommer si on s'avisait de prêcher la paix. Quoi qu'il advienne, nous sommes reculés pour longtemps. Les guerres de race, donc la guerre contre les Allemands, et qui va durer très longtemps, jusqu'en 1945-44, au fond. On verra, avant un siècle, plusieurs millions d'hommes s'entretuer en une séance. Là, il voit l'avenir, là, il est tout à fait lucide. Tout l'Orient contre toute l'Europe. Là, c'est encore plus récent peut-être. L'ancien monde contre le nouveau, pourquoi pas? Les grands travaux collectifs comme l'isthme de Suez sont peut-être, sous une autre forme, des ébauches et des préparations de ces conflits monstrueux dont nous n'avons pas idée. Il y aura un conflit pour le canal de Suez aussi. Peut-être aussi la Prusse va-t-elle recevoir une forte raclée qui entrait dans les desseins de la Providence pour rétablir l'équilibre européen. Et là, il se trompe par contre. Ce pays-là tendait à s'hypertrophier, comme la France l'a fait sous Louis XIV et Napoléon. Les autres organes s'en trouvent gênés. De là, un trouble universel. Des saignées formidables seraient-elles utiles? Ah, lettrés que nous sommes, l'humanité est loin de notre idéal. Et notre immense erreur, notre erreur funeste, c'est de la croire pareille à nous et de vouloir la traiter en conséquence. Voilà. Ce que regrette Flaubert, c'est que tout le monde ne soit pas George Sand, ni Flaubert, ni ses amis poètes et écrivains. Et pourtant, il va s'engager dans cette guerre. Il va désespérer de la défaite française. Mais ce qui est certain, c'est que cette correspondance de Flaubert, eh bien, elle est tout à fait passionnante, à la fois pour entrer dans l'œuvre de Flaubert lui-même, pour connaître le contexte, l'époque, et puis parce qu'il y a cette manière, Flaubert, si agréable, si ironique, tout en gardant une sensibilité énorme. Et ça, c'est tout à fait passionnant à lire. Ça donne envie en tout cas de lire le reste de sa correspondance, et évidemment le reste de son œuvre. Même si des choses ont déjà été lues, j'ai envie d'aller revoir l'éducation sentimentale par exemple, ou la tentation de Saint-Antoine. Gustave Flaubert, correspondance, 1865-1800.